La langue est non seulement le reflet, le miroir de la culture, mais j'irais jusqu'à dire que c'en est l'image la plus profonde et la plus authentique. La nature et les problèmes de langage. Tout ethnologue est un linguiste. Quel est le rapport de la langue et de la race? Aucun rapport, selon Claude Lévi-Strauss. Il faut bannir le terme de primitif, et dans le cadre des langues, la langue primitive, tout cela, non, il n'y a pas de langue primitive, il n'y a pas de langue supérieure. Sur la chaîne nationale, le 30 mai 1951, Michel Tournier interviewait Claude Lévi-Strauss à propos d'ethnologie et linguistique. Poursuivant notre enquête sur la nature et les problèmes du langage, c'est à l'ethnologie que nous allons demander aujourd'hui de nous apporter sa contribution. Monsieur Claude Lévi-Strauss, explorateur, ethnologue et, bien qu'il s'en défende vivement, philosophe, a bien voulu nous apporter son témoignage sur les liens profonds qui unissent ethnologie et linguistique. Monsieur Lévi-Strauss, vous nous avez dit récemment que tout ethnologue devait être et était en fait un linguiste, et que la langue d'une civilisation donnée était sans doute ce qu'il y avait en elle de plus caractéristique et de plus instructif. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien, les raisons sont multiples. Il y a d'abord le fait que l'existence du langage établit la distinction principale, fondamentale, entre les sociétés animales, qui sont le fait du biologiste, et les sociétés humaines dont s'occupe l'ethnologue. Par conséquent, c'est essentiellement sur ce fait essentiel que doit porter l'investigation ethnologique. Je vous dirai aussi que de toutes les sciences sociales, la linguistique est incontestablement la plus avancée, avec ses plus récents développements que l'on désigne généralement sous le nom de phonologie et auxquels sont associés les noms illustres de Trubetskoy et de Jacobson. La linguistique est devenue véritablement une science exacte qui permet de déterminer des lois et d'effectuer des prévisions. C'est donc en nous tournant vers la linguistique que nous autres, ethnologues ou sociologues qui relevons de sciences sociales moins avancées, nous pouvons espérer trouver la voie qui nous dirigera vers une pleine réalisation de nos disciplines. Pourtant, si j'en crois l'étymologie du mot, l'ethnologie, c'est la science de la race. Si la langue est ainsi le fait ethnologique premier, c'est donc que langue et race sont étroitement unies. Alors, pourriez-vous nous dire comment vous concevez ce rapport de la langue et de la race? Bien, en ce qui concerne le sens et le domaine de l'ethnologie, je crois que vous avez raison au point de vue étymologique, mais pas entièrement au point de vue pratique. L'étude de la race est l'objet de l'anthropologie physique, qui est une branche particulière de l'ethnologie. Et l'ethnologie englobe de façon beaucoup plus générale, en dehors des caractéristiques raciales, d'autres caractéristiques humaines qui touchent aux croyances, aux institutions, aux techniques et, pour revenir à notre sujet, à la langue. Mais maintenant, pour répondre de façon précise à votre question, je dirais que ça a été très longtemps une croyance établie qu'une correspondance rigoureuse devait exister entre le type physique, entre la forme de la civilisation et la langue. Et pourtant, nous savons aujourd'hui que ces trois données fondamentales qui permettent de définir un groupement humain ne présentent pas nécessairement, et je dirais même ne présentent qu'exceptionnellement et accidentellement une coïncidence. Je peux vous citer des cas où la langue et la civilisation restent constantes, tandis que le type racial se modifie. Je peux vous en citer d'autres, où ce sont au contraire la langue et la civilisation qui changent, tandis que le type racial reste stable, et le meilleur exemple, c'est celui des Noirs de l'Amérique, ou bien encore certaines populations primitives de Ceylan, comme les Védas, ou encore les populations du nord du Japon, ou certains groupements sibériens comme les Yukagir. Dans tous ces cas, nous sommes en présence de populations qui racialement sont différentes de celles qui les entourent,
et qui cependant ont entièrement adopté la langue et la civilisation du milieu qui est devenu le leur. Alors inversement, il y a d'autres cas où c'est le type racial et la civilisation qui changent, tandis que la langue reste la même. Et le meilleur exemple, le plus proche de nous en tout cas, c'est celui des Magyars de Hongrie, qui ont préservé une langue très différente des langues indo-européennes qui sont celles de l'immense majorité de l'Europe, ce sont des langues ouralo-altaïques, alors qu'au contraire, au point de vue racial et au point de vue culturel, ils se sont entièrement fondus avec le nouveau milieu. Dans les langues américaines, nous avons aussi l'exemple des Athapascans, qui représentent un vaste groupe linguistique du Nord, mais qui se trouve également représenté en Californie et à la frontière mexicaine, alors que le type racial et la civilisation sont entièrement fonction des milieux particuliers qu'on peut considérer. Donc, vous le voyez, nous avons tous les cas possibles. Ceux où le type racial et le langage sont stables, tandis que c'est la civilisation qui change. Ceux où le langage est stable, tandis que le type racial se modifie. Et enfin, au contraire, le cas du type racial stable, tandis que le langage a subi une profonde évolution. Donc aucun rapport entre la race et la langue. Aucun rapport, certainement. Dans vos ouvrages, vous refusez généralement d'admettre qu'il y ait des races supérieures et des races inférieures. Vous bannissez même l'emploi du terme de primitif pour désigner les indigènes auxquels s'intéresse l'ethnologie. Alors je voudrais vous demander si vous observez la même réserve en ce qui concerne les langues, ou si vous admettez au contraire l'existence de langues supérieures et à côté d'elles de langues primitives ou inférieures. Je crois qu'il est tout à fait impossible d'établir cette distinction. Il y a des langues différentes, il n'y en a pas de supérieures ou d'inférieures, et je sais bien qu'on a pendant très longtemps soutenu le contraire. On a dit par exemple que les langues qu'on appelle techniquement à flexion, comme le sont les nôtres, sont supérieures aux langues dites polysynthétiques que l'on trouve en Asie et en Amérique. On a dit aussi que les langues des peuples que nous appelons à tort, vous venez de le rappeler, primitifs, sont caractérisées par une confusion phonétique et par une carence du pouvoir d'abstraction. Et si vous voulez, nous pourrions nous arrêter un instant sur ces deux points parce qu'ils me paraissent extrêmement importants et peut-être ne serait-il pas mauvais de donner à nos auditeurs quelques exemples. Eh bien, en ce qui concerne la confusion phonétique, nous avons évidemment tendance à considérer comme étant différents des phonèmes qui sont identiques dans la langue déterminée, mais qui ne sont pas émis exactement de la manière que nous pratiquons nous-mêmes. C'est ainsi que le M du français se trouve prononcé avec des lèvres très fermées et avec le tuyau nasal très largement ouvert. Dans des langues où, au contraire, le phonème correspondant se trouve articulé avec des lèvres peu fermées et avec le nez à demi ouvert, nous pouvons l'entendre selon le contexte dans lequel il se trouve, tantôt comme un M, tantôt comme un B, et tantôt comme une semi-voyelle que nous représentons généralement par le W, comme dans wagon. Et par conséquent, nous pouvons croire que le phonème de la langue indigène n'est pas stable, alors qu'il est parfaitement stable, mais comme il est légèrement à côté d'une autre, nous l'entendons en le confondant avec des phonèmes voisins. Le fait essentiel, voyez-vous, c'est que toute langue ne peut utiliser qu'un nombre de sons très limité. Parce que si les sons étaient très nombreux, il serait difficile à prononcer, difficile à distinguer les uns des autres, et par conséquent, toute langue doit effectuer un choix. Et étant donné que ce choix est, je viens de le dire, limité par rapport aux possibilités elles-mêmes illimitées de l'appareil vocal, eh bien, dans cette mesure, chaque langue est obligée de choisir un petit nombre de phonèmes qui ne coïncident pas nécessairement. En ce qui concerne le pouvoir d'abstraction qu'on dénie si généralement aux langues primitives,
La question se pose à peu près dans les mêmes termes. De même qu'il est indispensable qu'une langue, pour être comprise et pour pouvoir être prononcée, soit limitée dans ses possibilités phonétiques, de même ces possibilités phonétiques ne peuvent correspondre qu'à un petit nombre d'idées fondamentales. Et c'est par la manière dont nous disposons ces idées les unes par rapport aux autres que nous arrivons à exprimer ou à traduire les nuances de toute notre expérience. Toute langue est fondée sur une classification, et le propre de la classification, c'est de souligner les ressemblances et de négliger les différences. Alors, pour vous donner des exemples, bien que l'œil humain soit capable de distinguer un nombre considérable de couleurs, chaque langue ne dispose que d'un très petit nombre de termes qui nous servent à classer ces expériences multiples. Certaines langues classent ensemble les rouges, confondent, ou du moins nous employons ce terme avec inexactitude, le jaune et le vert, et confondent le bleu et le noir. D'autres langues, au contraire, groupent ensemble ce que nous appelons le rouge et le jaune, elles groupent également ce que nous appelons le vert et le bleu, et elles séparent le noir du bleu. Et inversement, des nuances que nous considérons comme identiques, telles différentes gammes de vert que nous appelons du même mot de vert, sont très soigneusement distinguées par d'autres populations. Nous avons exactement en français des situations du même ordre. Nous désignons par des termes différents des états que nous ne voulons pas confondre. De l'eau, élément liquide, par exemple, nous l'appelons tantôt lac, tantôt fleuve, tantôt ruisseau, tantôt pluie, tantôt rosée, tantôt vague, tantôt écume, chacun de ces termes correspondant à un état déterminé de l'eau, et il serait parfaitement possible que nous dérivions, au contraire, comme le font certaines langues, toutes ces expériences différentes à partir d'une même racine et d'un même terme. C'est ce que font les Esquimaux quand ils emploient pour désigner la neige plusieurs termes qui correspondent soit à la neige sur le sol, soit à la neige tombante, soit à la neige en avalanche, ou bien encore quand ils ont des mots différents pour désigner le phoque se chauffant au soleil ou le phoque dérivant sur un bloc de glace. Mais croire qu'il y a là un manque de pouvoir d'abstraction serait ne pas s'apercevoir que si dans ces cas précis dont je vous donne l'exemple, ces langues indigènes distinguent des expériences que nous confondons, dans d'autres cas au contraire, ces langues confondent des expériences que nous distinguons et c'est par conséquent le français ou l'anglais ou l'allemand, enfin toute langue moderne, qui pourrait être taxée par ces indigènes de manque de pouvoir d'abstraction. Je vais vous en donner, si vous voulez, quelques exemples. Un des plus frappants provient d'une langue sioux de l'Amérique du Nord, le Dakota. Dans cette langue, un même mot que nous pourrions traduire approximativement par agripper permet de former des expressions telles que donner un coup, attacher en faisceau, mordre, être près d'eux, ou écraser, ou piler. Et inversement, un même terme qui pourrait se traduire approximativement aussi par être séparé ou isolé, sert à former des expressions pour nous très différentes et beaucoup plus concrètes, comme casser, déchirer, couper, déchiqueter. Vous voyez donc que dans ce cas, c'est le Dakota qui est la langue abstraite, tandis que c'est le français qui est au contraire la langue concrète et dont les Dakota pourraient parfaitement déclarer qu'il est incapable de se former ces notions très générales qui sont la base même de la langue. Et c'est ce qui donne lieu probablement à l'illusion des explorateurs qu'a signalé Jean Paulhan. Mais certainement, et je crois que Jean Paulhan a fait des observations très justes sur ce problème. Vous nous avez donné de très nombreux exemples qui nous ont communiqué le sentiment de l'infinie diversité des langues. Pourtant, si ni la race, ni le degré de civilisation, comme vous nous l'avez dit, n'expliquent les différences que font ressortir vos exemples,
Comment justifiez-vous cette diversité des langues qui font que le français n'est pas le bantou, n'est pas le siamois ou n'est pas le dakota, comme vous l'avez signalé vous-même? Bien, voyez-vous, je pense qu'il est impossible d'envisager une manifestation quelconque de la vie sociale indépendamment de toutes les autres. Et nous ne devons jamais oublier, quand nous étudions une civilisation très différente de la nôtre, que nous ne pouvons pas considérer à part son art, sa religion ou son langage comme des domaines complètement séparés, mais qu'ils font tous partie d'un système, qu'ils font partie d'une totalité, et que chacun d'eux n'est compréhensible qu'en fonction de l'expérience totale dans laquelle vit la population. C'est ce qu'on a parfois appelé, d'un terme qui me semble très exact, bien qu'un peu barbare, la pensée situationnelle. Chaque langue, chaque croyance religieuse, chaque forme d'art traduit une expérience totale qui n'est pas la même pour tous les peuples et qui exprime de façon très précise et très concrète ses besoins particuliers. Et il n'y a pas besoin de supposer que les Bantous ou les Dakotas sont inférieurs aux Français ou aux Anglais pour admettre l'évidence, à savoir qu'ils sont aux prises avec des expériences très différentes des nôtres parce que leur histoire n'est pas la même, parce que leurs possibilités techniques ne sont pas les mêmes, parce que leurs idéals d'existence ne sont pas les mêmes. Et la langue traduit, exprime très exactement ces différences d'expérience qui caractérisent chaque civilisation. C'est ainsi que nous trouvons dans les différentes grammaires des catégories qui sont toujours obligatoires. Et bien que chaque langage ait des catégories obligatoires, ce ne sont pas les mêmes. En français, il est tout à fait impossible d'exprimer une proposition quelconque sans la couler, si je puis dire, dans le moule de deux catégories, la catégorie du nombre et la catégorie du temps. Si je dis l'homme a tué le cheval, j'indique de façon précise qu'il s'agit d'un homme et d'un cheval, et non pas de plusieurs ou d'un nombre quelconque, et j'indique également que l'événement auquel je me réfère s'est situé dans le passé, et non pas dans le présent ou dans le futur. Nous avons tendance à penser qu'il y a là des catégories fondées sur la nature même des choses. Pas le moins du monde, elles sont simplement fondées sur les exigences particulières de notre civilisation, qui est une civilisation qui compte les quantités, que ces quantités soient celles d'objets matériels, d'individus, ou au contraire, d'éléments temporels. Dans d'autres langues, où nous ne trouverons pas ces catégories, nous en trouverons donc d'autres qui sont essentielles, comme l'indication de la proximité ou de l'éloignement par rapport au sujet qui parle, ce qui est très important pour des populations qui n'ont pas de moyens de transport mécanique, ou bien encore qui indique de façon très précise la nature de l'information à laquelle on se réfère, s'il s'agit d'un événement dont le sujet parlant a été le témoin, ou bien qu'il a entendu, ou bien dont il a conclu l'existence par le raisonnement. Certaines langues, comme des langues de l'Afrique occidentale, qui nous sont bien familières puisqu'il s'agit de membres de l'Union française, ne possèdent pas la catégorie du genre, c'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas entre un sujet masculin ou un sujet féminin. Et c'est pourquoi dans le Petit Nègre, que nous considérons souvent avec une ironie ridicule, il est parfaitement légitime de dire « Ma sœur, il est allé au marché ». La catégorie du genre n'existe pas. Mais par contre, ces langues possèdent d'autres catégories qui nous manquent de la façon la plus totale et qui cependant sont exprimées de façon par elles aussi précise que dans notre cas. Par exemple, elles indiquent dans toute proposition la grandeur ou la petitesse de l'objet dont on parle, ou encore s'il s'agit d'un être animé ou inanimé, d'une personne ou d'une chose, et ainsi de suite. L'expérience n'est pas découpée de la même manière, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont retenus comme étant valables ou significatifs, mais bien que ces choix soient différents,
ils permettent au même titre d'exprimer certaines catégories de la réalité. Par conséquent, la langue et la civilisation ne peuvent être séparées que par abstraction. À ce propos, supposez que, d'une civilisation ayant existé en fait pendant assez longtemps, il ne reste que des vestiges linguistiques. Supposez par exemple que l'on vous apporte un dictionnaire et une grammaire comme seuls témoins d'une civilisation disparue. Que pourrez-vous conclure touchant cette civilisation à l'aide de ces deux documents? Bien, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il nous serait possible de reconstituer de cette civilisation à peu près l'intégralité de son contenu. Nous aurions son vocabulaire technique qui nous indiquerait les instruments dont elle se sert. Nous aurions son vocabulaire religieux qui serait un indice de ses croyances. Et surtout, nous pourrions tirer des conclusions très frappantes de l'emploi de figures grammaticales telles que les métaphores ou les euphémismes. Nous pourrions connaître tous les tabous linguistiques d'une population par le fait qu'elle évite ou qu'elle recherche prononcer certains mots. Nous pourrions, par les termes qu'elle emploie, détourner très souvent pour exprimer les besoins naturels ou certaines activités fondamentales de l'homme telles que celles qui se rattachent à la vie sexuelle, l'emphase avec laquelle certaines fonctions, dignités sociales se trouvent représentées. Nous pourrions connaître sa morale, nous pourrions connaître son organisation sociale. C'est ce qu'un grand ethnologue et linguiste américain, je veux dire Franz Boas, disparu il y a une dizaine d'années, a montré de façon tout à fait prestigieuse dans une étude sur les métaphores d'une langue du nord de l'Amérique, le Kwakiutl, et toute la civilisation Kwakiutl peut être en quelque sorte inférée des métaphores, mais sans aller chercher aussi loin. Certains linguistes contemporains, et je pense particulièrement à l'un des plus grands d'entre eux, sinon le plus grand, M. Benveniste, qui professe au Collège de France, peuvent nous apprendre non pas sur des langues très éloignées, mais sur la nôtre même, en nous révélant dans l'indo-européen certaines catégories logiques et certaines formes de pensée qui sont les nôtres et dont cependant nous n'avons nullement conscience. Je vous renverrai sur ce point à son livre publié l'année dernière et intitulé « Nom d'agent et nom d'action en indo-européen ». Vous voyez donc que le problème des langues dites primitives ne se pose pas en des termes différents du problème qui concerne les langues que nous appelons avec quelque vanité civilisées. Dans les deux cas, la langue est non seulement le reflet, le miroir de la culture, mais j'irai jusqu'à dire que c'en est l'image la plus profonde et la plus authentique. Ethnologie et linguistique par Michel Tournier, qui recevait Claude Lévi-Strauss le 30 mai 1951 sur la chaîne parisienne.